Donc bonjour à tous, je suis Meryl Slacmon, gestionnaire sinistre practice leader en technologie émergente chez Hiscox. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui aux côtés d'Aurora Vargas et de Stéphane Amarcy pour évoquer l'intelligence artificielle dans le secteur de l'assurance. Ensemble, nous allons explorer les défis que l'IA apporte au monde et à notre industrie. Donc merci de vous joindre à nous pour cette conversation passionnante. Bonjour à tous, je suis Aurora Vargas, je suis souscriptrice de risque professionnel chez Hiscox depuis 1 an et demi. Bonjour, je suis Stéphane Amarcy. Je vais avoir le plaisir de partager un certain nombre d'expériences que j'ai pu vivre dans la transformation des écosystèmes, des sociétés, des organisations autour de l'intelligence artificielle avec vous. Pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'intelligence artificielle, je tiens à rappeler une phrase d'Adeline Boffler qui dit que les illettrés du XXIe siècle sont ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Pourquoi je vous parle de cette phrase alors qu'on veut parler d'intelligence artificielle? Tout simplement parce qu'on a l'habitude d'apprendre régulièrement dans vos métiers, dans tous les métiers. Il y a des ruptures qui peuvent être juridiques, des ruptures qui peuvent être technologiques, des ruptures de marché, qui fait qu'on s'adapte. Et donc, on va réapprendre. Mais ce réapprentissage, la plupart du temps, il se fait sans passer par la case de désapprendre, du désapprendre. Et le désapprendre, il est absolument clé pour pouvoir être performant dans ces nouveaux écosystèmes. Vous allez le voir, l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste une petite évolution, c'est une profonde révolution de la société qui va toucher au travail, aux écosystèmes, au comportement, et on se doit de désapprendre pour embrasser totalement cette transformation et être performant demain. Pour commencer, je vais vous parler de l'intelligence artificielle telle que vous pouvez la vivre aujourd'hui autour de vous. Il y a énormément de visuels, d'images qui sont présentes. Vous pouvez voir celle qui est en haut à gauche avec cette personne âgée qui avez peut-être vu sur les médias sociaux pendant les manifestations contre la réforme des retraites. C'est un faux qui a été fabriqué avec une app qui s'appelle Midjourney pour dénoncer les violences policières. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y avait des violences policières, ça veut dire que le moyen de les dénoncer est un faux. À droite, vous pouvez peut-être reconnaître, pour ceux qui connaissent, Imran Khan, ancien président du Pakistan, qui est en prison, qui veut se présenter, il ne peut pas faire de discours politique, il fabrique un avatar, et c'est cet avatar qui fait les discours politiques. Juste en dessous, vous voyez la météo de Jade. Jade est une IA, c'est une chaîne suisse qui a décidé de confier la présentation de sa météo à une IA. La question est pourquoi font-ils ça? Est-ce que c'est pour des raisons de buzz? Pas du tout. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un personnel adéquat pour pouvoir présenter la météo. La personne qui le faisait précédemment est partie. Ils ont trouvé personne. Ils ont décidé de basculer en utilisant une IA pour présenter la météo. Elle a beaucoup de succès. En dessous, la chaîne de télé que vous voyez, elle va naître début mai aux États-Unis, 100% intelligence artificielle. Ça veut dire concrètement qu'il n'y a aucun humain dedans. La présentatrice que vous voyez là, les présentateurs que vous verrez dans le futur, sont tous des intelligences artificielles. Ils vont chercher de l'information en temps réel autour du monde et la traduisent en américain en temps réel. Si l'on parle de visuel, ils les fabriquent directement avec l'IA. Pour finir, Harrison Ford, pour ceux qui ont vu le dernier opus d'Indiana Jones, vous avez certainement vu que Harrison Ford dans ce film est à la fois à son âge d'aujourd'hui, assez vieux, et à la fois, comme on le voit sur cette image, jeune. Il faut savoir que toutes les images où il est jeune, ce n'est pas des images d'archives qui ont été récupérées, retravaillées par l'IA ou autre, c'est tout simplement 100% de l'intelligence artificielle. Ça veut dire concrètement que si Harrison Ford donne son accord à son agent, il pourra tourner même des CD. Il pourra faire des interviews télé, il pourra faire absolument tout. Donc, il accède à une espèce de vie éternelle. Évidemment, ça chamboule beaucoup de choses dans les médias, vous pouvez comprendre, puisque l'année dernière, vous avez une grosse grève à Hollywood, si vous vous rappelez. Cette grève a été initiée par les scénaristes, par la cannibalisation que l'IA pouvait avoir sur leur métier. Et très rapidement, les acteurs et les actrices sont mis à faire grève aussi. Tout simplement parce qu'ils sont en concurrence, comme je vais vous l'expliquer, avec les stars décédées, avec les nouveaux acteurs ou actrices qui n'existent pas physiquement et qui peuvent être créés de façon totalement artificielle. Je vais me permettre de t'interrompre un petit peu. Il semblerait qu'on ait un problème de son. Est-ce que c'est possible d'essayer sans la webcam pour voir si c'est plus audible? Oui. Ok, allez, continuons. Désolé pour ça. Là, vous avez Amazon
qui a lancé une offre en novembre 2023 qui permet à toute entreprise de mettre juste les photos de ses produits, comme vous pouvez le voir, ici avec un autocuiseur. Et vous demandez directement à l'IA de donner le contexte dans lequel vous voulez voir ces produits. Eh bien ça, vous imaginez bien que ça occasionne directement un changement majeur dans l'industrie, puisque ça veut dire que vous n'avez plus besoin de graphistes et de photographes pour pouvoir poser tous vos produits sur Amazon. Évidemment, ça donne un avantage conséquent à Amazon, et cet avantage conséquent, vous imaginez bien que tous les compétiteurs vont vouloir faire la même chose, et ce qui fait qu'en claquant des doigts, vous avez un écosystème qui change. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, le monde change beaucoup. Je ne me suis pas présenté au départ, je vais me permettre de me présenter. Moi, j'ai travaillé dans l'IA depuis pas mal de temps. En l'occurrence, j'ai créé une entreprise en 2001. On n'appelait pas ça l'IA, mais c'était tous les traitements analytiques de la data, de construire des systèmes de prise de décision, de construire absolument tout ça. Et ma boîte s'est développée au fur et à mesure, est arrivée 2016. Et en 2016, il se passe quelque chose d'un peu particulier, c'est que c'est la première fois qu'on peut réellement utiliser l'intelligence artificielle à des fins opérationnelles dans mon métier. Et à ce moment-là, je me suis dit, en tant que chef d'entreprise, voyons ce que ça va donner pour mon entreprise dans le futur. J'ai fait un travail de prospection, de prospective, en imaginant 8 futurs possibles. Et il y avait un point commun, c'est que dans les 8 futurs, mon entreprise disparaissait. J'avais une 60aine de personnes à ce moment-là. Et au regard de cette information, j'ai décidé de changer totalement le business model de mon entreprise en étant un acteur de cette transformation. Même si je ne savais pas si cette transformation allait arriver dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je me suis dit que c'était ça le futur. Et j'ai totalement industrialisé par l'intelligence artificielle les métiers qu'on avait dans le marketing, dans la prise de décision marketing. Le concept était relativement simple. Un client, une histoire. 1 million de clients, 1 million d'histoires. Ça veut dire qu'aucun humain ne prend de décision opérationnelle parce que nous, humains, on ne sait pas prendre plusieurs décisions à la fois. Et là, on parle de centaines de millions, voire de milliards de décisions à prendre quotidiennement. Et là, vous voyez, au travers de cette histoire, on est en 2016. Évidemment, quand vous imaginez que quand j'ai expliqué ça à mes employés, quand j'ai expliqué ça à mes clients, quand j'ai expliqué ça à des investisseurs pour faire une levée de fonds, eh bien, personne ne comprenait ce que je voulais faire. Mais j'ai quand même réussi à trouver des investisseurs qui m'ont permis de développer cet outil après 3 ans et 50 personnes en R&D, qui est devenu une réalité. J'ai fusionné avec une entreprise, je ne me suis pas retrouvé dans l'histoire, je suis parti et aujourd'hui, j'ai créé The Next Mind et j'aide les organisations au travers d'expériences comme on est en train de le vivre ou d'expériences beaucoup plus intensives qui dureront une journée ou 2 journées à se mettre à découvrir le futur, à découvrir l'intelligence artificielle, à découvrir les futurs au sens très large du terme et à se projeter dedans pour être performant dans le futur. Si je reviens maintenant sur l'intelligence artificielle, il y a un prisme un peu particulier, c'est que comme on considère que l'humain est la forme d'intelligence la plus aboutie qu'on puisse trouver dans le vivant, bien évidemment, il y a culturellement un réflexe qui est très très fort, c'est que vous avez 99% de la recherche et du développement sur l'IA aujourd'hui qui ne cherche qu'un seul et unique objectif, dépasser l'intelligence humaine. Et donc, on aime bien se comparer à l'intelligence humaine, comparer ces systèmes à l'intelligence humaine. Naturellement, on lui a fait passer le test du QI. Alors, vous voyez que GPT 3.5, qui est ChatGPT, l'outil connu d'OpenAI, une entreprise nord-américaine de Californie, elle a eu que 149 sur 180. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a que 2% de l'humanité qui a plus de 130. GPT-4, qui est arrivé 6 mois après, il a obtenu 163 sur 180. Eh bien là, il y a plus grand monde sur la Terre. Et en plus de ça, au-delà de cette capacité logique, il faut comprendre que ChatGPT, mais c'est valable pour Gemini, pour Mistral ou autres, ils ont accès à l'universalité de la connaissance digitale publique. Alors les mots sont importants. Il s'agit bien sûr de connaissances digitales, premier point, parce qu'il faut que, sinon c'est pas de la data, donc ils n'en ont pas connaissance. Il faut qu'elles soient publiques, parce qu'ils ne vont pas chercher des données privées. Et enfin, il y a toute l'universalité, donc ce qui est un volume de données complètement démentiel. Au-delà de cette forme d'intelligence globale, on a voulu aussi la challenger par rapport à ce que certains métiers qu'on considère à très forte valeur ajoutée d'intelligence, de connaissance.
premier test qui a été fait avec une version de ChatGPT, on lui a fait passer les tests pour être avocat au barreau de New York. Elle a été brillamment reçue. Une autre, avec l'open source de Meta qui s'appelle LLAMA, on lui a fait passer les tests pour être médecin. C'est une startup qui a fait ça. Elle a tout réussi. Donc, elle pourrait être médecin, mais elle n'est pas médecin, tout simplement parce que c'est interdit. Mais la startup ne se positionne pas en substitution du médecin, elle se positionne en aide à la décision. Ça veut dire que demain, vous irez dans votre cabinet médical, vous allez, le médecin vous demandera si vous êtes d'accord pour que l'IA vous écoute et l'IA accède à votre dossier, elle pourra aussi vous poser des questions. Vous vivrez l'expérience comme d'habitude, sauf qu'à la fin, eh bien, quand le médecin va arriver et s'asseoir devant son ordinateur, l'IA aura fait une recommandation de diagnostic, évidemment, et aussi de traitement. Alors évidemment, au départ, le médecin va voir que ce n'est pas tout à fait bon, donc il va corriger, il va améliorer. Et bien, en faisant cette amélioration, cette correction, eh bien, ça s'appelle du renforcement, il va faire progresser la qualité des IA. Ce qui fait qu'à un moment donné, 10 fois de suite, 20 fois de suite, 50 fois de suite, le médecin n'aura rien à dire par rapport à ce qui va se passer. Eh bien, vous imaginez tout de suite que ce qui va se passer, c'est-à-dire que le médecin, au fur et à mesure, va abandonner son esprit critique parce que finalement, l'IA est très, très bonne et va se concentrer sur l'aspect relationnel ou des problématiques physiques ou autres. Et ça, c'est le point le plus dangereux de l'adoption de l'IA, c'est l'abandon. Ça permet de faire énormément de choses, vous allez le voir tout à l'heure. Et si on abandonne, et c'est très facile d'abandonner, on n'a pas d'utilité propre par rapport à l'IA et on ne va pas se dépasser, on ne va pas faire plus de choses qu'on est capable de faire. J'ai un test pour vous, je vous laisse regarder cet écran. Et évidemment, l'enjeu, c'est d'arriver tout de suite à faire une synthèse. Évidemment, personne, aucun humain ne peut faire ça. C'est absolument impossible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne sait pas faire face à l'ensemble des données qui sont face à nous. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie. Je vous donne un exemple très concret dans vos entreprises. Vous avez des tableaux de bord. Les tableaux de bord ne sont qu'une simplification de quelque chose de beaucoup plus complexe. Et évidemment, c'est très important d'avoir cette simplification parce que c'est le socle commun à l'intérieur de l'entreprise. Et vous avez certaines personnes qui peuvent dire, par exemple, « Ah, mais c'est super l'IA parce que je vais lui faire lire mes tableaux de bord et elle va me faire des synthèses. » Eh bien, pour moi, c'est une ineptie de faire ça. Pourquoi? Parce que si vous abandonnez ce travail d'information sur le commun de l'entreprise, le collectif disparaît de fait. Ce qui fait une entreprise, c'est un socle commun. Donc, par contre, si vous utilisez l'IA pour aller chercher au-delà de ce qui est commun, au-delà de la vue simplifiée dont nous, humains, avons besoin, eh bien là, ça devient extrêmement puissant, extrêmement intéressant, sans pour autant cannibaliser ce que vous apportez. Et cette zone de rupture entre les deux est excessivement importante à comprendre, puisque ça va être celle qui va dessiner au fur et à mesure une collaboration. Il n'y a pas de définition stricto sensu de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est important de le comprendre. Là, vous avez une définition que j'ai réécrite à partir de 4 ou 5 définitions différentes. Je vous la laisse la lire tranquillement, mais il y a un mot dedans qui est absolument important, c'est reproduire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la reproduction, elle est au sens même de reproduire l'intelligence humaine. Elle est là, elle est présente, on cherche systématiquement à faire ça. Je vous l'ai dit, il n'y a que 81%, 99% cherchent à dépasser l'intelligence humaine, 1% est sur d'autres formes d'intelligence. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, excessivement important à comprendre, puisque ça donne un prisme sur le futur par rapport à l'IA telle qu'elle est aujourd'hui, l'IA telle qu'elle sera demain, et l'impact qu'on pourra avoir sur les organisations vient vraiment de ce prisme-là. Un peu d'histoire. Vous voyez que les IA génératives, c'est une forme d'IA qui est arrivée très récemment, puisque ça a commencé en 2018. Pourquoi IA générative? Ce sont toutes les IA qui vont permettre de construire du visuel, qui vont construire par exemple du texte, qui vont construire des images, qui vont construire des vidéos demain. C'est pour ça qu'on les appelle les IA génératives. Il ne faut pas les confondre avec les IA de calcul, qui, elles, existent depuis pas mal de temps et qui vont servir, par exemple, sur les véhicules autonomes. Dans l'assurance, ça peut être des problématiques de risque, des problématiques de fraude. Toutes ces IA de calcul existent depuis longtemps. Là, on parle vraiment de cette partie IA générative.
Vous voyez, l'histoire a commencé en 2018 avec GPT-1 et GPT-1, il avait 117 millions de paramètres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces paramètres? C'est tout simplement, on cherche à remodéliser notre cerveau, c'est les paramètres qu'il faut pour modéliser notre cerveau. 2019, 1,5 milliard. 2020, 175 milliards. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va? Ça va excessivement vite. Et cette vitesse, elle ne s'arrête pas, puisqu'aujourd'hui, on est en 2023. Alors, GPT, OpenAI ne donne plus le nombre de paramètres. Il considère que c'est aussi secret que la formule du Coca. Mais vous voyez que d'autres, comme Bard, qui est devenu Gemini aujourd'hui de Google, le donne. Celui de Meta, LLM, le donne. Mistral, le français, le donne pas. C'est très dépendant de ça. Autour de ces géants nord-américains, comme vous pouvez le voir, sauf Mistral qui est français, il existe aussi des IA génératives d'autres pays. Vous avez évidemment des IA chinoises. Il y en a une cinquantaine d'équivalentes à ChatGPT aujourd'hui. Ces IA, elles ont toutes le tampon du Parti communiste, évidemment. Vous en avez 2 en Russie. Elles sont extrêmement surveillées par le gouvernement. Et demain, vous aurez celle de la Corée du Nord, celle de telle entreprise, celle de ceci, celle de cela. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles ont une éthique, ces IA, et qu'évidemment, c'est très important de connaître l'éthique d'une IA quand vous allez l'utiliser. Si vous connaissez pas l'éthique, vous pouvez très facilement être manipulé ou manipulable. Demain, vous aurez l'IA des personnes qui pensent que la Terre est plate, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Face à ces géants qui cherchent à être omniscientes, omnipotentes, eh bien, vous avez le mouvement des spécialisés. Les spécialisés, c'est l'IA médecin, l'IA avocat, par exemple. Celles-ci, elles ont été dédiées à une utilisation précise. L'avantage, c'est que vous avez besoin de beaucoup moins de données pour les faire apprendre et vous avez aussi beaucoup moins d'énergie consommée pour les faire fonctionner puisqu'elles travaillent sur moins de données. Ça, il y a un boom extraordinaire. Et vous avez aussi celui de l'open source, parce qu'il y a des acteurs comme Meta, par exemple, qui donnent toute leur recherche en open source. Tout le monde peut utiliser les IA génératives développées par Meta. Et ils ont un labo de recherche qui est d'ailleurs dirigé par un Français qui s'appelle Yann LeCun, qui est extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Et ça veut dire que vous, chacun d'entre vous, chacun de vos enfants, peut construire son IA générative à partir de ces IA open source. Ça va très vite. Je vous ai mis des visuels pour que vous voyez les progrès. Sur la partie gauche, c'est exactement le même prompt. Quand on demande quelque chose à un IA, ça s'appelle un prompt. Donc là c'est exactement le même prompt qui a été fait sur Midjourney en mars 2022, avril 2022, juillet 2022, novembre 2022, mars 2023, juin 2023 et enfin décembre 2023. Ça vous permet de voir la vitesse des progrès. Vous avez sur la partie droite en bas Google Imagen 2 qui est aussi un outil de création d'images et vous avez OpenAI DALL-E 3 qui est intégré directement à ChatGPT 4 et vous voyez que sur autant celle de DALL-E, on voit bien que c'est pas une photo, autant celle de gauche avec Google, c'est très très compliqué de savoir que ce n'est pas une photo. Et vous avez la même chose au-dessus avec Midjourney, la dernière version de Midjourney, qui on voit que c'est un visage qui a été retravaillé. Et enfin, à gauche, OpenAI avec Sora, qui est une IA qui n'est pas encore diffusée dans le grand public, mais qui va tout changer, puisque à partir d'un simple prompt, vous fabriquez des vidéos qui durent jusqu'à 1 minute. Et ça a aussi un impact très très fort sur Hollywood. Il y a même un producteur qui devait investir $1 milliard dans des nouveaux studios, qui a arrêté de le faire quand il a vu cette capacité, parce que non seulement ça crée les visages, ça crée les corps, mais ça crée tout le décor. Donc, ce qui est une véritable révolution dans le monde du cinéma. Donc, on va s'éloigner un tout petit peu des projecteurs d'Hollywood parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle, ça intéresse un peu tous les secteurs. Par exemple, c'est un petit peu moins glamour, mais on va avoir évidemment dans un premier temps les entreprises de la tech qui vont forcément être très intéressées par la nouvelle technologie que représente l'intelligence artificielle. On va avoir aussi toutes les entreprises de conseil et de services de manière générale, les entreprises de conseil, de communication, de marketing. L'intelligence artificielle va aussi se retrouver dans les secteurs comme les médias, les industries culturelles ou le milieu artistique de manière générale, parce qu'en fait, c'est tout simplement un outil formidable aujourd'hui qui permet de gagner énormément en termes de productivité et qui, comme on l'a vu sur les slides précédentes, permet de faire des choses absolument folles en termes de création de contenu. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsqu'on crée du contenu et qu'on publie ou qu'on diffuse du contenu, on est responsable en fait de ce contenu qu'on diffuse.
et on peut voir notre responsabilité mise en cause sur des sujets de diffamation, de plagiat, de non-respect des droits de propriété intellectuelle, droits d'auteur par exemple, ou encore de parasitisme. Enfin, il y a de nombreux sujets sur la question. Et justement, Meryl va vous présenter un exemple de sinistre qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, Aurore a évoqué le marketing. Donc, pour illustrer de manière plus concrète les implications de l'intelligence artificielle sur les risques encourus par nos assurés, j'ai fait un petit exercice de projection et j'ai imaginé un exemple de sinistre responsabilité civile lié à l'IA qui pourrait toucher une entreprise de marketing comme celle que nous assurons. Donc, l'entreprise, appelons-la Comutech, utilise une intelligence artificielle pour créer du contenu marketing pour ses clients, dont une entreprise Perfumeria qui travaille dans les cosmétiques. Cette IA, elle est entraînée à générer des textes publicitaires, mais elle produit un contenu fortement similaire à une campagne de publicité célèbre d'une autre marque de cosmétiques, sans que les développeurs n'en aient connaissance. L'entreprise lésée, on va l'appeler Brand X, découvre que la nouvelle campagne de Perfumeria est identique à sa campagne et elle décide d'intenter une action en justice contre le client de notre assuré, sur le fondement de la concurrence déloyale et le parasitisme. Donc, Comutech est appelé en garantie par son client. Dans ce scénario, les principaux enjeux juridiques pourraient être, premièrement, la responsabilité délictuelle de Perfumeria pour le contenu proposé par Comutech et généré par l'IA. Et donc, la question se poserait de savoir si l'utilisation d'une IA peut constituer une défense valable face à une accusation de concurrence déloyale et de parasitisme. Et sur le plan contractuel, Perfumeria pourrait orienter ses griefs sur des mécanismes de supervision et de filtrage mis en place par Comutech, enfin non mis en place en l'espèce, pour prévenir de telles occurrences. Donc, la gestion d'un sinistre comme celui-ci, côté assureur, côté Hiscox, serait pas très différente de celle d'un sinistre classique. Un avocat serait désigné pour représenter l'assuré face aux accusations de parasitisme de Brandix et de négligence de Perfumeria. Et donc, la défense de Comutech pourrait être la suivante. Face à Brandix, on dirait que l'IA agit de manière autonome, que l'entreprise n'avait pas l'intention de plagier et on contesterait l'élément intentionnel de la déloyauté. Et face à Perfumeria, on dirait que les allégations de négligence ne sont pas susceptibles de prospérer parce que des contrôles ont été mis en place en vue de prévenir le plagiat. Bon, en l'espèce, les contrôles n'ont pas été mis en place, ou du moins ils ont failli, ce qui a donné lieu au sinistre, donc ça resterait la faiblesse du dossier et il est fort possible qu'on ait une condamnation de Comutech. Dans ce cas-là, l'assureur rembourserait le montant qui serait mis à sa charge. Bon, j'ai une petite révélation à vous faire. Entre nous, j'ai pas inventé ce sinistre. J'ai demandé à ChatGPT de le générer et à première lecture, j'ai été surprise de la rapidité et de l'efficacité avec laquelle on me déroulait un script extrêmement crédible. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a un petit peu chiffonné, c'est le fondement juridique utilisé par l'entreprise lésée. C'est-à-dire que ChatGPT proposait à Brandix d'initier son action sur le fondement de la violation des droits d'auteur. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le plagiat de pub de publicité résulte souvent, et comme c'est le cas dans notre exemple, de la reproduction d'une idée, et que la jurisprudence est unanime depuis un certain nombre d'années sur le fait que une simple idée publicitaire, fût-elle originale, ne saurait être susceptible d'appropriation en elle-même. Fermez les guillemets. Donc, la protection par le droit d'auteur est extrêmement rare dans le domaine de la publicité, sauf si on a une reproduction servile, et ce n'était pas notre cas à nous. Donc, l'action en contrefaçon et violation des droits d'auteur ne serait pas une action qui aurait pu prospérer, et donc ChatGPT s'est trompé. Je ne suis pas encore prête d'être remplacée, et on a souhaité mettre en avant cette petite mise en abîme pour montrer que l'œil critique est forcément ce qu'il faut conserver lorsqu'on utilise l'outil de l'IA. Oui, tout à fait. Avant de rendre la parole à Stéphane, je me permets juste de faire une petite parenthèse. D'une part, déjà pour vous rappeler que vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat pour qu'on y réponde à la fin de la présentation. Et d'autre part, parce qu'effectivement, ce sinistre que vous a présenté Meryl est une parfaite illustration de la façon dont les sinistres vont se produire chez nos clients du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, puisqu'elle s'est servie de ChatGPT pour générer un script de sinistre, ce que ChatGPT a fait très rapidement, je suppose, mais s'est trompé sur le fondement juridique. Tout simplement parce que ChatGPT, c'est pas un avocat, c'est pas un juriste, et n'est pas infaillible, c'est pas un assureur non plus. Et notre travail d'assureur, c'était justement de se rendre compte de cette erreur-là
et de la corriger avant de vous délivrer aujourd'hui un contenu qui aurait comporté une erreur. Donc, c'était notre responsabilité de le faire. Et en fait, c'est exactement comme ça que ça va se passer chez nos clients à l'avenir, qui vont se servir de l'intelligence artificielle pour gagner du temps, aller plus vite, mais qui doivent garder à l'esprit qu'il faut qu'il y ait à la fin un être humain avec son cerveau bien fait qui vérifie le contenu produit par l'intelligence artificielle avant de le publier tel quel, sous peine en fait de voir effectivement sa responsabilité engagée. Et je peux rendre la main à Stéphane. Pour compléter ce propos, sachez qu'aujourd'hui, il y a 50% des contenus que vous allez trouver sur Internet qui sont fabriqués par l'intelligence artificielle. Et en 2025, les prévisions, c'est que 85% des contenus seront produits par l'intelligence artificielle. Donc, ce qui vient d'être décrit, ça va s'accélérer de façon très, très forte. Il n'y a pas d'IA sans data. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Les data, évidemment, plus elles sont de qualité, plus l'intelligence artificielle sera de qualité. Ça, jusque-là, il n'y a pas de scoop. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les data, quelle que soit l'entreprise, il y a des biais dedans. Il y a des biais qui sont simplement liés au fait d'avoir mesuré tel ou tel phénomène. Si vous mesurez un phénomène et pas les autres, évidemment, vous n'aurez pas de données sur les autres. Par exemple, si vous utilisez une entreprise crée de l'IA en utilisant des données publiques, il y a toutes les chances que cette IA soit sexiste. Tout simplement parce que les données dont on peut disposer, elles sont sexistes puisque le monde est sexiste. Donc, si vous avez des valeurs comme Google, par exemple, ou OpenAI, pour prendre cet exemple-là, eux ont décidé que leur IA ne devait pas être sexiste. Donc, ils ont appris à l'IA à une certaine éthique et en l'occurrence à prendre connaissance de ces biais et à les éliminer, quelle que soit la façon dont les utilisateurs pourraient les amener. Alors, c'est important de comprendre que ce ne sont pas des règles, c'est une abstraction, parce que si c'était une règle, évidemment, ça se contourne très facilement. De la même manière, on entend souvent le syndrome de la pensée unique ou de l'appauvrissement. Les deux sont joints et en réalité, c'est plus l'usage qui produit ça. C'est-à-dire que si vous utilisez de l'IA sans vous poser de questions, sans mettre de contexte, sans être critique, évidemment, vous allez avoir, puisque c'est un monde de probabilité, l'intelligence artificielle, que ce soit une vidéo, un texte ou une image, c'est juste le plus probable. Eh bien, vous allez aller voir de plus en plus le plus probable si vous ne personnalisez pas, si vous ne faites pas cet effort de critique et cet effort d'échange avec l'intelligence artificielle, comme ça a été dit dans l'exemple précédent. Alors, si vous faites ce travail-là, si vous faites ce travail d'ouverture, de critique, de divergence, eh bien évidemment, on s'éloigne au fur et à mesure de la pensée unique et de l'appauvrissement. Il faut savoir que cet appauvrissement, évidemment, il vient de la donnée, puisque si j'ai peu de données, par définition, c'est pauvre. Si j'ai beaucoup de données, c'est riche. Et aujourd'hui, tous les grands acteurs d'IA cherchent à chercher des données originales, donc des données privées. Et par exemple, OpenAI, qui n'a pas l'avantage de Meta avec Facebook ou Instagram ou de Google ou d'Apple avec toutes leurs données natives, eh bien, ils ont passé des deals avec des grands acteurs de médias, par exemple en France avec le groupe Le Monde, pour pouvoir récupérer toutes les données du monde pour les intégrer dans les outils d'IA. Donc ça permet de comprendre que la donnée est au cœur de tout. Et donc, évidemment, tous les risques inhérents à la data telle qu'existait aujourd'hui vont subsister, mais vous avez aussi des problématiques qui peuvent être spécifiques aux IA par rapport aux décisions qui sont prises et qui peuvent poser des problèmes d'éthique ou des problèmes légaux. Donc, on a à nouveau fait un petit exercice de projection parce que, OK, la data est au centre de tout, elle sert à tout, elle est le nouveau pétrole, mais lorsque nos assurés manipulent les datas sensibles de leurs clients sans les précautions adéquates, ils exposent très fortement leurs responsabilités civiles. Donc, pour ça, on a pensé à un cabinet de conseil en stratégie qui utiliserait une IA pour traiter et analyser les données d'un client et grâce à ces données, fournir des analyses et des recommandations basées sur des grandes quantités de données clients. Donc, pour accomplir sa mission, cette IA traite des données clients qui incluent des informations personnelles et sensibles. Quel est sinistre? Un beau jour, une configuration incorrecte de l'IA entraîne la publication accidentelle de ces données dans un rapport destiné à un autre client et expose des informations confidentielles à des tiers non autorisés. Donc, la conséquence est immédiate. On a une réclamation du client lésé pour violation de la confidentialité. Il subit un préjudice considérable suite à la divulgation de ces infos et il intente une action en justice contre notre cabinet de stratégie pour négligence et violation de la confidentialité.
Face à ce type de situation, la réaction de l'assureur responsabilité civile est assez classique. Désignation à nouveau d'un avocat dont on couvre les frais de défense et couverture également de la condamnation. Dans cette situation-là, elle est plus que probable. L'assuré serait très certainement condamné à indemniser les pertes directes dues à la violation de données et aux efforts de rectification à fournir par son client. Je rends la main. Vous avez certainement entendu parler de l'IA Act de l'Union européenne. L'Union européenne est la première entité politique à avoir mis en place, alors c'est voté, ça sera il y a 2 ans maintenant pour être en conformité, une législation autour de l'intelligence artificielle. Alors, on entend souvent dire l'Union européenne régule quand les autres innovent. Sachez que la Californie a le désir de copier ce qui a été fait par l'Union européenne, ce qui est assez intéressant. Et ça repose sur 4 niveaux que vous avez ici. Premier niveau, c'est juste un risque minimal, il faut avoir un code de bonne conduite. Sinon, un risque limité, c'est la transparence. Il y a le haut risque, donc là, c'est la conformité, c'est plus du tout la même chose. Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a de la conformité pour l'éducation, l'emploi, la justice, l'immigration, les lois, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'IA qui ne pourront pas être utilisées. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle l'échappement, c'est-à-dire que vous avez des IA qui sont construites, qui font un certain nombre de choses. Les chercheurs ne comprennent pas comment elles arrivent à faire ces choses-là et on ne sait pas expliquer les résultats. Donc cet échappement, il est fort. Et enfin, l'Union européenne dit quelque chose de très important. Vous voyez, c'est tout en haut, c'est prohibé, c'est interdit. C'est tout ce qui tourne autour du crédit social à la chinoise. L'Union européenne dit jamais chez nous. Ça, ces lois, elles vont, ce règlement, parce que c'est un règlement, c'est pas une loi, va impliquer la création de nouveaux métiers dans les entreprises. Vous allez avoir le responsable de l'éthique, le conseiller de l'éthique et un certain nombre de jobs comme ça. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder où est-ce qu'il y a aujourd'hui dans l'entreprise. Ça n'a absolument pas valeur d'exhaustivité, ce que vous voyez là, mais ça vous permet de voir différents enjeux. Alors, si je prends le marketing dont on en a parlé tout à l'heure, ça va être sur la connaissance client, la segmentation, sur la génération de contenu et d'images ou de textes dont on a parlé précédemment, l'argumentation. Dans le juridique, ça peut être sur des comparaisons de contrats. Ça marche très, très bien de faire ça, par exemple, ou d'aide à la rédaction de contrats. Sur la partie produit, c'est de faire de la veille, de la différenciation, de l'argumentaire, des business cases, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, on voit un usage de l'IA qui se répand au fur et à mesure dans les entreprises. Alors, c'est pas partout, loin de là, c'est pas dans toutes les entreprises. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui sont parties à fond dans cette histoire-là, mais il y en a. Et ça, une fois que c'est parti, c'est prêt dans l'entreprise, tout le monde a envie d'y aller au travers de plein de petits use cases. Et c'est vrai, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ça peut être des très grosses ou des toutes petites, il n'y a pas de limite à ça et c'est valable dans tous les secteurs d'activité. On vient de le voir, les usages de l'intelligence artificielle sont nombreux. Et pour essayer de vous donner une autre illustration justement d'usage de l'intelligence artificielle par nos assurés, on va se pencher sur le cas des intelligences artificielles conversationnelles, qu'on appelle aussi chatbots, et qui sont utilisées aujourd'hui par certaines entreprises dans le marketing et la communication, parce que beaucoup de la publicité se fait via les réseaux sociaux. Pour notamment en fait interagir avec les membres des réseaux sociaux, avec les internautes, pour faire de la promotion, faire de la publicité et renforcer en fait l'engagement des internautes vis-à-vis d'une marque. Et il est évident que quand une intelligence artificielle peut dialoguer avec un nombre incalculable de personnes à la fois, c'est beaucoup plus puissant que d'avoir des personnes physiquement derrière leur ordinateur qui discutent avec quelques 3-4 personnes ou un petit peu plus à la fois. Donc, il y a des chances que cet usage se répande de plus en plus dans les mois ou années à venir dans les entreprises de marketing et de communication. Il y en a déjà beaucoup des chatbots qui sont utilisés. La problématique avec ce type d'intelligence artificielle qui converse avec des internautes, c'est dans les situations où le chatbot va prendre quelques libertés, on va dire, et peut se mettre à tenir des propos pas du tout appropriés sur les réseaux sociaux. Et Meryl va justement vous exposer un sinistre de ce genre-là. Donc, on s'est amusé à imaginer un chatbot en roue libre. Donc, le scénario, il est le suivant. Il implique une entreprise de communication qu'on a décidé d'appeler ChatCorp, qui développe un chatbot pour l'utilisation sur les plateformes sociales, comme l'a évoqué Aurore, Instagram, Twitter et tous leurs petits copains.
Et donc, le chatbot est conçu pour interagir avec les utilisateurs, il répond à leurs commentaires, il engage des discussions et effectivement, il augmente l'engagement sur les comptes des clients. On s'est amusé à supposer que suite à une mise à jour de son algorithme, le chatbot déraille et commence à générer des réponses offensantes, discriminatoires. Il fait des messages qui incluent des remarques inappropriées sur la race, sur le genre, sur l'orientation sexuelle et il déclenche une vague d'indignation publique et des appels au boycott des entreprises qui l'utilisent. Dans ce cas, ChatCorp, notre assuré, pourrait être tenu responsable pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la violation des termes d'utilisation des plateformes sociales. Il faut savoir qu'Instagram et Twitter ont des politiques strictes contre les discours de haine et que la génération de contenu inapproprié par le chatbot pourrait entraîner la suspension des comptes clients. Ce contexte général entraînerait également un dommage important à leur réputation. Les entreprises affectées pourraient subir un important préjudice à ce niveau-là et choisir de poursuivre ChatCorp pour les pertes subies en raison de l'association avec le discours généré par notre chatbot Rogue. Responsabilité produit également, c'est-à-dire que comme pour tout produit défectueux, la responsabilité pourrait reposer sur ChatCorp pour avoir mis sur le marché une technologie qui ne fonctionne pas comme prévu et qui cause un préjudice à ses utilisateurs. En termes de gestion de ce sinistre, un avocat serait également désigné et il pourrait soutenir la stratégie suivante, c'est-à-dire pourrait indiquer que Chatbot opère sur la base des données qu'il reçoit et que les interactions prévues étaient inattendues et involontaires. Cependant, on peut penser quand même que la société serait jugée responsable parce qu'elle n'avait pas mis en place des mesures adéquates pour détecter et corriger rapidement de tels comportements, ou bien qu'elle n'aurait pas averti ses utilisateurs des risques potentiels. C'est un scénario qui met en lumière les implications légales et éthiques de l'utilisation de l'IA dans les interactions publiques et qui souligne l'importance pour les développeurs de créer des systèmes capables de détecter et de modérer leur propre contenu de manière efficace. Pour continuer, vous avez vu que c'est une révolution technologique, mais qui est surtout sociétale. Cette révolution, elle repose sur 4 piliers. Il y a la partie algorithmie, dont on a parlé, je ne reviendrai pas dessus. Il y a la partie données, on en a parlé aussi. Il ne faut surtout pas oublier la partie réseau, à savoir évidemment la 5G, la 6G demain, la fibre, les câbles sous-marins, les satellites. Tout ça fait partie de cette révolution. Et enfin, la dernière révolution, c'est la puissance de calcul. Là, il y a des futurs qui vont être intéressants avec l'informatique quantique. C'est le début de cette révolution-là, mais elle est là, elle arrive. Et évidemment, elle va avoir aussi des implications absolument gigantesques sur le marché de la donnée, le marché de l'intelligence artificielle au sens large du terme. Donc, on l'a vu, l'intelligence artificielle, c'est un outil puissant, c'est un véritable progrès technologique. Et comme toute forme de progrès, on peut y avoir un côté positif de ce progrès. On s'en sert à des fins qui servent l'intérêt général. Il va y avoir aussi un côté plus négatif de ce type de progrès qui peut être utilisé avec des intentions beaucoup moins nobles. Et là, je pense à nos chers amis les hackers qui, si eux aussi peuvent se faciliter la vie en ayant recours à l'intelligence artificielle, bien, ils vont faire comme tout le monde et ils vont s'en servir aussi. D'autant que s'il y a bien une catégorie de personnes qui est en mesure de cerner rapidement aussi bien les enjeux que le potentiel présenté par l'intelligence artificielle, c'est bien eux. Tout simplement parce que l'intelligence artificielle va leur permettre de pouvoir identifier plus facilement les failles dans les systèmes informatiques de leurs clients, les brèches dans leur cybersécurité. Donc, ils vont pouvoir frapper plus facilement, plus rapidement et peut-être de manière aussi plus efficace puisque l'intelligence artificielle va les aider en fait à identifier au mieux les faiblesses des systèmes informatiques. Donc, le risque cyber était déjà bien présent. Il faut qu'il reste à l'esprit de nos assurés qui doivent rester conscients de la nécessité de se protéger contre ce risque. Et justement, Meryl va vous présenter un exemple de sinistre cyber qui repose sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc pour notre dernière mise en situation, on a imaginé un groupe de hackers rusés qui s'attaquerait à un cabinet comptable. On a beaucoup d'assurés qui exercent cette profession et qui utiliseraient l'IA non seulement pour altérer discrètement les enregistrements comptables, mais aussi pour prendre le contrôle des systèmes informatiques du cabinet. Donc les modalités d'attaque sont assez classiques, infiltration et préparation. Donc l'IA analyse d'abord les habitudes de sécurité du système et du cabinet et identifie les failles sans se faire détecter. Et c'est ainsi qu'elle se prépare à lancer une attaque de rançon.
Elle déploie ensuite un ransomware, une fois qu'elle a appris à imiter les comportements des utilisateurs et à manipuler les données sans éveiller de soupçons, elle déploie ce ransomware qui va chiffrer l'ensemble des données comptables et financières critiques. Ensuite, les hackers envoient une demande de rançon au cabinet et ils menacent de supprimer les données ou de les rendre publiques si une somme considérable en crypto-monnaie ne leur est pas payée dans le délai d'1 semaine. C'est un délai qui est choisi sciemment pour mettre un maximum de pression au cabinet et pour instaurer une vraie panique. Et dans l'intervalle, les pirates fournissent ce qu'ils appellent des preuves de vie, c'est-à-dire des petits ensembles de fichiers décryptés. Donc tout est conçu pour maximiser la panique et la précipitation dans la prise de décision et augmenter la probabilité que le cabinet paie. L'impact est même susceptible d'être prolongé parce que même si la rançon est payée, l'IA a été programmée pour laisser ce qu'on appelle des backdoors, portes dérobées dans le système qui permettraient aux hackers de revenir ou de maintenir une menace constante sur le cabinet. Le climat de peur et d'incertitude est maximal. Puis les conséquences peuvent être lourdes. Des conséquences sur la réputation. La réputation du cabinet pourrait être gravement endommagée non seulement en raison de l'attaque initiale, mais aussi parce que la confiance des clients est ébranlée par la violation de sécurité et la perte potentielle de données financières sensibles. Conséquences juridiques et financières aussi, puisque le cabinet pourrait faire face à des enquêtes réglementaires et des sanctions si les données des clients sont compromises ou si le cabinet est jugé négligent dans sa gestion de sa sécurité informatique. Et enfin, mais pas des moindres, des conséquences psychologiques et opérationnelles. L'attaque et la demande de rançon créent, comme on l'a vu, un stress immense pour les employés et les gestionnaires et elles perturbent les opérations quotidiennes et la prise de décision stratégique. Pour faire face à ce type d'attaque, quel serait le soutien de l'assureur cyber? Donc, face à ce type d'attaque et de demande de rançon, un assureur cyber jouerait un rôle crucial à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il y aurait une évaluation immédiate des dommages. Donc, Hiscox, par exemple, pourrait déployer rapidement une équipe de réponse à incident pour évaluer l'étendue des dommages, identifier les failles de sécurité exploitées, déterminer les mesures à prendre pour contenir l'attaque. Cette équipe mettrait en place une assistance technique, mais on aurait également une assistance juridique, c'est-à-dire qu'on pourrait fournir des experts en cybersécurité pour aider à restaurer les systèmes et décrypter les données si possible et sécuriser même l'infrastructure contre de futures attaques. Mais on mettrait également à disposition de l'assuré un avocat pour naviguer dans les implications légales de la fuite de données, y compris la gestion des obligations de notification aux clients et aux régulateurs. Enfin, l'assureur interviendrait en prise en charge des coûts directs associés à l'attaque, tels que frais de récupération, coûts de remédiation, éventuellement le paiement de la rançon si on ne peut pas faire autrement. Et elle compenserait également les pertes d'exploitation dues à l'interruption des activités commerciales ou à leur paralysie ou à leur ralentissement. En résumé, un assureur cyber fournirait non seulement un soutien financier dans le cadre de la couverture de l'assurance, mais aussi une assistance technique et professionnelle indispensable pour aider le cabinet comptable à gérer l'attaque et en minimiser les conséquences à court, à long et moyen terme. Vous l'avez compris, ce n'est pas une métamorphose qui touche une personne ou une autre dans les organisations, ça touche absolument tout le monde. Ça, c'est un point qui est excessivement important à comprendre. Et l'autre point qui est excessivement important à comprendre, c'est qu'on va devoir collaborer avec ces IA. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entreprises sont parties dans ce chemin-là. Ça va s'accélérer, ça ira de plus en plus loin. Dans ce chemin, évidemment, il faut être lucide et surtout, il faut être acteur du futur. Il ne faut pas être passif, attendre que ça arrive. Il faut vraiment se poser les questions de ce que je peux en faire, quelle valeur je vais amener. Typiquement, l'intelligence artificielle, ça amène deux aspects positifs dans l'entreprise. On pense toujours au gain de productivité, il est réel, il est là. Et le deuxième, c'est que ça nous permet de faire plus en termes de valeur qu'on était capable de faire. Est-ce que on parle très souvent de la cannibalisation des emplois, de la cannibalisation des métiers? Pour moi, et ça a été dit tout à l'heure, la collaboration est de mise. Ça veut dire qu'en effet, il y a des tâches qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont réaliser et qui vont naître, qui vont être de plus en plus performantes. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la compétition de demain, la qualité de demain, l'efficacité de demain, elle passera par la collaboration. Et j'insiste vraiment là-dessus. Quand on dit collaboration, ça ne veut pas dire que je laisse l'IA faire, ça veut dire que j'utilise l'IA pour pouvoir faire beaucoup mieux. Très souvent, comme je travaille sur le futur, on me pose la question classique qui est qu'est-ce qui va changer dans les 10 prochaines années? Et moi, je me dis, mais c'est la mauvaise question à se poser. Ce n'est pas celle-ci qui est importante. Parce qu'autant jouer au loto, le futur, il va être certainement très différent de ce qu'on imagine aujourd'hui. Il y a des ruptures qui arrivent dans tous les sens tout le temps. Donc, le prévoir, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, ce qui est intéressant,
Et c'est beaucoup plus de se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas changer dans les 10 prochaines années? Si j'arrive à répondre à cette question, eh bien, ça veut dire que j'ai le cœur de la construction de mon futur. Je vous donne un exemple pour comprendre ce propos. En travaillant avec une banque, eux, ils ont défini, mais nous, ce qui ne changera pas, c'est la proximité avec nos clients. Les clients, ils peuvent être des intelligences artificielles, ils peuvent être des personnes physiques, peu importe, on se doit d'être près de nos clients. Et bien évidemment, à partir du moment où j'ai dit ça, ça me permet d'avoir une vision et de construire la technologie, la proposition de valeur, les équipes, l'état d'esprit au travers de cette colonne vertébrale qui permettra d'aller vers le futur. Du coup, comme le disait Stéphane, donc la question à se poser, c'est de savoir ce qui ne va pas changer en fait dans les 10 prochaines années. Et finalement, c'était un petit peu le fil conducteur des différents sinistres qu'on vous a présentés. C'est que chez Hiscox, ce qui ne va pas changer, c'est notre façon d'appréhender ces sinistres-là qui vont se présenter en raison de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On va apporter les mêmes réponses, la même position que celle qu'on avait jusqu'à présent et depuis toujours sur ces risques-là, tout simplement parce que l'intelligence artificielle ne crée pas en soi de nouveaux risques, c'est simplement un nouvel outil qui est mis à la disposition de nos clients pour exercer leurs activités et donc potentiellement en s'exposant aux mêmes risques que c'était déjà le cas par le passé. Donc notre équipe d'experts est toujours à votre disposition en amont au stade de la souscription pour vous accompagner dans la souscription de ces risques-là, et y compris en cas de survenance d'un sinistre, on aura la même expertise et la même réponse et volonté d'accompagner nos clients pour trouver une solution et faire en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde. Et donc, je crois que c'est terminé, effectivement. On espère que la présentation de ce webinaire vous a plu. Si vous avez des questions, et je pense qu'on va regarder d'ailleurs si on en a eu, c'est le moment qu'on pourrait y répondre. On a encore un petit peu de temps devant nous, malgré les contretemps du démarrage. Alors, Aurore, moi j'ai relevé la question, existe-t-il un recours contre l'éditeur de l'IA externe? Si ça te va, j'y réponds. Yes, okay. Donc, c'est une réponse de juriste qui commence toujours par ça dépend. C'est-à-dire que les recours contre les éditeurs, ils vont dépendre de beaucoup de facteurs, dont les conditions générales d'utilisation de l'IA, les conditions dans lesquelles l'IA a été utilisée, mais globalement, ils existent. Maintenant, là où ça concerne moins nos assurés, c'est que recours ou pas recours, l'assureur interviendra en indemnisation des condamnations mises à la charge des assurés si leur responsabilité est mise en cause. Et s'il y a un recours dans un deuxième temps, ce sera à l'assureur de s'en charger et la charge mentale de ce recours ne repose pas sur nos assurés. J'espère que c'est une réponse satisfaisante pour la personne qui a posé cette question. Moi, je vois une question sur est-ce qu'on doit forcément déclarer l'utilisation de l'intelligence artificielle lors de la souscription des contrats RC ou cyber? Bien, en fait, la réponse est non. Et non pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on n'a pas modifié nos textes ou nos clauses de déclaration qui imposeraient aujourd'hui à nos clients de devoir nous déclarer le fait qu'ils utilisent une intelligence artificielle. Je dirais que c'est une réponse un peu d'ordre formel. Sur le plan pratique, c'est tout simplement parce que, comme on l'a vu précédemment, l'intelligence artificielle, c'est un outil, donc c'est rien de nouveau. Par exemple, vous ne déclariez pas qu'un client utilisait une banque de données, par exemple, pour créer des visuels. Aujourd'hui, vous n'allez pas nous déclarer qu'ils utilisent une intelligence artificielle pour créer du contenu. Donc, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas d'obligation de déclaration. Alors, on a également l'utilisation de l'IA nécessite-t-elle de prendre des précautions spécifiques? Stéphane, je pense que vous êtes peut-être le plus à même de répondre à cette question-là. Oui, bien sûr, c'est un outil extrêmement puissant qui comporte énormément de dangers. Donc, si vous voulez utiliser l'IA, je vous l'ai dit, la première des choses à faire, c'est de vérifier l'éthique de cette IA. Si vous la construisez vous-même, c'est de vous faire accompagner de personnes qui vont vous aider à valider l'éthique, puisque derrière, il y a énormément de risques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut faire attention aussi à toutes les problématiques de plagiat, qui sont des risques également.
On parlait de cyber, c'est la même chose que sur les data, donc là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. Et enfin, il faut aussi, en termes de précaution, réfléchir à votre stratégie d'usage de l'IA au sein de l'entreprise, puisque vous le voyez au travers des médias, c'est extrêmement anxiogène. Donc, travailler de façon sereine et positive est un élément très important pour une adoption réussie de l'intelligence artificielle. Oui, alors il y a une autre question que je vois et à laquelle je vais me permettre de répondre sur est-ce que l'édition et le développement de logiciels d'intelligence artificielle peuvent être souscrits via votre extranet, donc via MyISCOX, et s'il y a des limites ou exclusions à tenir compte. Alors la réponse est oui, vous pouvez souscrire ce type de risque sur MyISCOX tant que vous restez dans les critères, en ce qui concerne le logiciel développé, dans les critères d'éligibilité de MyISCOX. Il n'y aura pas de questions propres à l'intelligence artificielle. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas revu nos clauses de déclaration ou nos textes sur la question. Donc, idem pour les questions sur MyISCOX, donc vous ne serez pas bloqué du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle. En revanche, si vous êtes sur un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle, mais qui va rentrer dans des critères particuliers parce qu'on va être en lien avec la santé ou qui présente un risque corporel direct, par exemple, bien là, évidemment, vous serez hors des critères, mais c'est pas à cause de l'intelligence artificielle, c'est à cause du logiciel en lui-même et de sa finalité. Je pense que ce sera tout pour les questions. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires et à les suivre. Il y aura un webinaire dédié à la responsabilité civile professionnelle, donc des métiers de la sécurité le 16 mai. Et un autre webinaire dédié aux délégations qui aura lieu au mois de juin. Si par ailleurs vous souhaitez avoir des données sur l'état d'esprit, les risques des dirigeants de la tech et les moyens de prévention qui sont mis en place, vous pouvez consulter notre baromètre tech. Vous avez le petit QR code à l'écran pour pouvoir y accéder. Voilà. Et puis s'agissant d'une formation DDA, enfin d'un webinaire DDA, vous recevrez les certificats dans le courant de la semaine prochaine. Voilà. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée, un très bon appétit. Merci à vous.